français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir et bienvenue en français s'il vous plaît. Ce soir nous allons faire une analyse du premier tour de l'élection présidentielle roumaine et nous allons voir quelles sont les perspectives pour le second tour qui aura lieu dimanche 16 novembre. Nous allons décrypter l'actualité politique roumaine donc avec mon collègue Nicolas Don. Bonsoir. Bonsoir. Première question, Nicolas. Premier constat, Victor Ponta, l'actuel Premier ministre social-démocrate, obtient 40% des voix. Klaus Iohannis, son rival conservateur issu de la minorité allemande, 30%. Une différence de 10 points entre les deux premiers. Est-ce que pour toi, ce sont des résultats prévisibles ? Il y a d'abord une chose qui est une surprise, c'est que les sondeurs ne sont pas trompés. C'est ce qu'on a prédit depuis belle lurette. Effectivement, ces 10 points d'écart, on les retrouve à l'arrivée entre un Victor Ponta qui remplit son objectif, qui a toujours dit 38-40 c'est bien pour moi. Il avait dit si je tiens 37 lors du premier tour, c'est bien. C'est déjà pas mal. Et Klaus Iohannis pareil, 28-30 c'était déjà un bon score. 28 c'était, je me souviens, la même chose. Il est allé au-delà de 30, un tout petit peu, 30-44 si je ne m'abuse. Voilà. C'est un bon score pour lui. Le problème c'est qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour, et surtout ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est l'énorme écart avec les suivants, avec la 3e place et avec les gens qui sont en 4e, 5e et 6e position. Ce qu'on retrouve tout de suite, l'ancien Premier ministre Tăriceanu qui est extrêmement loin derrière, qui est à 5,40, donc de 30 on passe à 5. Madame Udrea, la préférée du président Băsescu, avec son parti naturellement, futur parti du président, dit-on, qui est dans un mouchoir de poche avec une 3e candidate. Elle, pour le coup, c'est une surprise, c'est une autre ancienne préférée du président Băsescu, le ministre de la Justice, Madame Macovei, l'ancienne ministre de la Justice, oui, qui a cristallisé une autre frange de l'électorat et qui est arrivée avec un score que ses partisans estiment très honorable, voire même bon, 4,5%, sur des critères occidentaux. On peut peut-être pas parler d'une performance extrême non voilà, plus. Parce que 4,5%, c'est loin par rapport à ce qu'elle espérait encore le soir du premier tour. Elle attendait un score à 2 chiffres, Monica Macovei, elle attendait dans les 10%, parce que c'est vrai, elle a été le petit phénomène de ce premier tour de l'élection présidentielle, avec une campagne très soutenue sur le net, sur les réseaux sociaux, et on voit que ça ne se transforme pas en voix devant les urnes. Mais c'est tout que sur le net, que sur les réseaux sociaux, parce que manque de réseau, parce que manque d'argent, parce que manque de militants, parce que manque de structure, et à l'arrivée, 4,5%, alors que toute la journée sur les mêmes réseaux sociaux, on a donné, inutile de vous dire que en Roumanie, c'est pas comme en France, c'est que les chiffres circulent et non pas avec des pseudonymes, mais avec des noms des candidats, toutes les demi-heures, sur Internet, partout, le jour même du vote. Je m'adresse à nos auditeurs là, qui seraient tentés de faire des comparaisons avec une situation qu'ils connaissent bien. Et donc, Monica Macovei était créditée constamment de 10% toute la journée du vote, pour se retrouver finalement à beaucoup moins de moins. Donc, et pour se retrouver à la 5e position. À la 5e place. Et par contre, alors là, nous sommes en Roumanie, donc on est toujours joyeux au lendemain d'une défaite. Donc, elle est apparue triomphante, c'est pas la seule. Il y en a eu d'autres pour nous annoncer que, yallah, demain on fait un parti. Donc voilà. On fait un parti. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui y croient. C'est une très mauvaise nouvelle pour tous les partis de droite qui ont un deuxième tour à mener d'ici 15 jours. Vous avez regardé, Nicolas, dont bien sûr la campagne électorale qui n'a pas été marquée par des débats avec les visions des candidats sur la Roumanie qu'ils désirent, mais elle a été rythmée par 2 choses, les enquêtes de la Direction nationale anticorruption, la fameuse DNA, et ensuite les révélations du président Traian Băsescu sur les espions vrais ou faux ou présumés. Ce qu'on peut voir quand même, Nicolas Don, c'est que malgré cette
ces enquêtes de la direction anticorruption, malgré les révélations du président. Finalement, le tableau du premier tour n'a pas beaucoup changé par rapport à il y a 2-3 mois, quand on parlait déjà, quand on faisait déjà les premières estimations. J'ai envie de vous répondre, Luca Niculescu, avec une blague roumaine que vous connaissez sans doute. Ça a servi à quoi finalement tout ça? J'ai pas l'impression que ces révélations dont on parle, qui sont des fausses révélations ou des révélations à tiroir, notamment celle concernant l'espion sous couverture qu'aurait été Victor Ponta, délivré par le président Băsescu depuis 2-3 mois et avec sans cesse des promesses de nouveaux documents, de nouvelles révélations. On n'a rien vu venir et je ne pense pas que ça ait influé sur le vote. Sur les 100 derniers mètres, le fatidique jeudi d'avant les élections, nous dit-on, je sais pas, j'ai appris que le jeudi d'avant était le jeudi fatidique, on en apprend tous les jours. On a montré des photos avec Madame Udrea, donc qui dirige un parti politique dans une partie de shopping à Paris, shopping cher et un hôtel très cher également, avec une amie qui malencontreusement dirige une agence de l'État anticorruption, anticriminalité, la fameuse DICOT, antiterroriste et crime organisé. C'est pas, soyons précis, antiterroriste, on pense tout de suite lutte contre l'État islamique ou autre chose. Ici, c'est plutôt la corruption. En Roumanie, DICOT, c'est l'évasion fiscale et la corruption, la délinquance en col bleu. Donc, en col blanc, pardon. Ce qui a tout de suite provoqué le président Băsescu à dire que les services secrets français seraient impliqués dans cette capture de photos qu'on a pu voir. Absolument. Donc, parce que les Roumains n'auraient pas pu avoir les documents. Là, on peut rigoler 2 minutes avec ça, parce que c'est vraiment ça. On nous a montré la note de l'hôtel, qui est un hôtel célèbre, qui est extrêmement mal placé. C'est le Bristol, pour le dire. C'est le Bristol, qui est très mal placé, comme le savent les Parisiens. C'est-à-dire qu'il est juste entre l'Élysée et le ministère de l'Intérieur, donc ça facilite le boulot de tous les barbouzes. Simplement, le document, les 2 documents qu'on nous a montrés sont absolument risibles. C'est des faux grossiers avec des noms ridicules. Et donc, tout service secret digne de ce nom jamais n'aurait accepté de produire un tel document. Donc ça fait doucement rigoler le responsable français et c'est tout à fait normal. Et on voit pas, évidemment, aucune réaction des services roumains et on voit pas, encore une fois, à quoi ça a servi, parce que je ne pense pas que Madame Udrea ait perdu 15% des voix là-dessus. Je pense que tout le monde s'en fiche royalement. Ça lui a assuré quand même une visibilité les 2 derniers jours de la campagne, en revanche. Oui, ça nous a permis d'avoir encore un tour de rumeur. Est-ce que se diriger contre elle ou est-ce que contre Madame Bika qui dirige la DICOT? Encore une fois, des scénarios en veux-tu, en voilà, pour des dialogues parfaitement stériles, sans aucune conséquence dans les urnes. La Roumanie, en français s'il vous plaît. On parle élection présidentielle avec Nicolas Don. Parlons un peu de l'aspect sociologique du vote de dimanche dernier. On voit que le sud du pays, l'est du pays ont voté pour Victor Ponta, le candidat social-démocrate. La Transylvanie pour Iohannis. Il faut dire, Nicolas Don, que ce n'est pas absolument une surprise. En général, le sud et l'est votent à gauche, alors que le centre et la Transylvanie votent plutôt à droite. Oui, mais c'est très intéressant à voir, c'est presque rigolo, si vous me permettez le terme, Luca, de voir la carte en couleur, parce qu'effectivement, il y a une homogénéité absolue, parfaite. C'est-à-dire, toute la Transylvanie, le nord-ouest est en bleu, la couleur Iohannis. Iohannis, il est quand même maire de Sibiu. Avec 2 petits Joudets, 2 petites régions, Covasna et Harghita, départements qui sont hongroises, donc en vert, et tout le reste du petit qui ont voté donc pour le candidat hongrois Kelemen Kunor, qui a fait un score de moins de 5%. Et tout le sud, toute la ceinture sud avec le nord-est et la Moldavie, c'est Victor Ponta sans problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est les premières études sociologiques qu'on a pu lire sur le profil des votants. Donc, s'il faut croire ces études-là, il y a quand même des réserves à émettre et puis quelques pincettes à manier comme d'habitude lorsqu'on manipule les chiffres ici. Victor Ponta aurait été élu par une majorité de gens qui ont une éducation plutôt sommaire, 10 classes, ils n'ont pas les 12 donc qui assurent le bac en Roumanie comme en France. Oui. En Transylvanie, Klaus Iohannis aurait eu des électeurs d'une éducation moyenne, la classe moyenne, celle que tout le monde se désole de ne pas voir émerger, mais apparemment ils sont allés voter
pour Klaus Iohannis. Et ça, c'est au nord, comme on disait, au nord et à l'ouest. Et Elena Udrea, alors à peu près la même chose, classe moyenne, avec une éducation légèrement supérieure à celle des électeurs de Victor Ponta, mais au sud, à l'est et au nord. Est-ce qu'il y a peut-être une surprise quand même? C'est le fait que à Bucarest, les gens ont plutôt voté Victor Ponta et non Klaus Iohannis. On sait qu'en général, les Bucarestois votent pour la présidentielle plutôt à droite, même s'ils ont un maire de gauche depuis deux mandats. Issu du PCD, voilà, qui est maintenant indépendant. Ben, comme quoi, les clichés, il faut s'en garder ici aussi, c'est une très bonne chose. Visiblement, Klaus Iohannis peine à séduire au-delà de Sibiu. Soyons très francs, parce que très atypique, parce qu'une campagne un peu morne, un peu terne, parce que le personnage manque de charisme, comme je l'ai dit, avec un discours pas très clair, avec très peu de spontanéité, avec un regard glaçant, souvent avec un sourire forcé. Je charge peut-être un peu le trait, mais c'est ce qu'on peut lire dans la presse roumaine, et les Roumains sont très sensibles là-dessus. Ce sont des commentaires qui ne m'appartiennent pas, mais c'est ce qu'on lit encore une fois dans les journaux roumains, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Je vais vous demander tout de suite votre avis sur ce que vous avez lu dans la presse roumaine sur Victor Ponta. Mais pardon. Et Elena Udrea a également une image qui n'est pas forcément celle que les Bucarestois apprécient. Et elle a joué une campagne, c'est la blonde fatale, avec beaucoup de guillemets bien sûr, avec tout le respect qu'on doit au candidat. Mais elle a joué sur cette campagne femme qui sait tout faire, qui est avec une ambiguïté sexuelle très, très avérée. Et alors là, du coup, c'est un avis personnel, c'est le communicant qui parle aussi. L'effet était catastrophique parce que complètement raté et ça ne collait pas, et donc une campagne comme ça ne pouvait pas marcher, même pas au 4e ou 5e degré. Donc le résultat, on l'a vu dans les urnes encore une fois. C'était au second degré un peu raté. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Nicolas Don, il y a eu quand même, Nicolas, un véritable scandale lors du premier tour. C'est celui des bureaux de vote à l'étranger. Des milliers et des milliers de Roumains ont fait des heures et des heures d'attente pour pouvoir voter à Paris, à Londres, à Berlin, à Munich, à Vienne, partout, surtout à dans les grandes villes européennes. Et des milliers d'entre eux, ils n'ont pas pu voter. On a eu des manifestations à Paris. Il y avait un quart de CRS qui attendait le dénouement de cette affaire. Et qui était prêt à évacuer l'ambassade. Mais l'ambassadeur a dû faire preuve de tout son talent de diplomate pour que les gens partent. Finalement, ils sont partis. C'est quand même un vrai problème d'image pour un pays qui a déjà un problème d'image à l'étranger. Et c'est un problème, pas seulement d'image, c'est un problème de l'administration roumaine. Absolument. Alors, il faut rappeler un peu ce qui s'est passé l'année dernière avec le faux et le vrai. On en a parlé juste avant d'entrer en studio. Avec les il y a 5 ans, pardon, donc lors de la précédente élection. Comme les scores étaient extrêmement serrés en Roumanie et que le vote de la diaspora qui est systématiquement favorable, alors à l'époque c'était au président Băsescu, mais là certainement pas au pouvoir en place aujourd'hui. Je pense pas que les gens qui votent à l'étranger votent en majorité pour le Premier ministre Ponta, contrairement à ce que disent ses supporters ici en Roumanie. On a dit, l'élection a été votée, le PCD n'a pas alterné à le dire, et c'est les étrangers, entre guillemets, les Roumains partis à l'étranger, qui ont fait la différence, et Băsescu a été élu grâce à eux. Il y a 5 ans. Voilà. Il a gagné avec 70 000 voix, et voilà. Il avait eu 100 000 voix pour lui à l'étranger. Ça me semble un peu contestable comme argument, parce qu'il s'est faire fi des 5 millions de personnes qui ont voté en Roumanie pour le même président. Donc, non, pourquoi pas le Jordès de Tulcea ou de Iași ou de Karaseverin à ce moment-là. Bon, mais ça, ça c'était il y a 5 ans. Donc, du coup, cette année, alors la grande question, c'est, ils ont voulu éviter ça. Ils n'étaient pas prêts à dessein. Je parle de l'administration, du bureau électoral spécial pour les étrangers, le BES, ou la mauvaise volonté délibérée de ceux qui sont aux manettes et qui veulent gagner les élections. Hein. Soyons pas naïfs et restons vigilants. Voilà, et donc, ou alors un mélange des deux, comme très souvent à la roumaine. Résultat des cours entre mauvaise volonté de contrôle absolu. Alors, il faut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent cette aberration absolue de formulaire qu'il faut remplir avec les données personnelles. Donc, il faut se
avant de voter, il faut avoir un formulaire qui vous est délivré par le bureau électoral, par la commission, là où vous allez voter, où il faut remplir tout un tas de dates. Ce qui prend un temps fou. Et une fois que vous avez ce papier-là, vous allez en cabine et vous tamponnez un bulletin. Ça aussi, ça prend du temps parce qu'il faut la fameuse stampile. Ça, ce mot-là, ceux qui nous entendent et ceux qui nous écoutent, ils le connaissent. La stampile, comme on dit en français, ça, stampile, on apprend très vite. Oui, voilà. Donc, ça prend un temps fou. Résultat des courses, il y a un vote tous les quarts d'heure au lieu d'un vote tous les 7, 8 minutes ou 5 minutes en temps normal. Je sais pas, je dis des chiffres un peu... 2-3 minutes, sais pas, j'ai pas normalement. Bon, donc, mais ça a été très mal fait. Il y a tout un débat sur est-ce qu'on peut venir avec le formulaire rempli auparavant, est-ce qu'on peut le signer juste devant le président de la commission électorale, ainsi de suite. Bon, ça a été très mal organisé. On nous assure aujourd'hui que tout sera radicalement différent d'ici 10 jours. Permettez-moi d'en douter parce que je vois pas beaucoup ce qu'on peut faire. La loi ne peut pas être changée entre deux tours. Non, mais on peut augmenter effectivement, on peut augmenter les cabines d'abord, même pas les sections de vote, là, parce que les sections de vote c'est un peu plus compliqué. Les cabines, les stampilles évidemment, ça c'est pas évident. Et puis la fameuse déclaration. Et permettre aux gens effectivement, mais ça n'a pas été encore confirmé 100%, leur on parle, de leur permettre de venir avec la déclaration qui est déjà remplie et la signée juste devant les officiels. J'en profite pour lancer un débat, relancer un débat qui a été lancé par quelques concurrents, par quelques candidats, notamment Madame Macovey et d'autres. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, dans un pays aussi fort en informatique, en service et en usuel, en consommation informatique courante comme la Roumanie, je vois pas pourquoi on ferait pas une percée dans la direction du vote électronique qui serait un bonheur pour beaucoup de gens. C'est mardi soir, en français s'il vous plaît. Avec Nicolas Don sur les derniers jours de la campagne électorale avant le second tour de la présidentielle roumaine, le 16 novembre. Donc, Nicolas, la première partie de cette campagne a été marquée par Traian Băsescu et ses espions, par la DNA, la direction anticorruption et ses enquêtes. Est-ce que lors du deuxième tour, on parlera un peu d'autre chose, on parlera peut-être finalement de la vision que les deux candidats ont pour la Roumanie? Bah écoutez, il faut l'espérer parce que là, Victor Ponta a laissé faire. Vous me demandiez tout à l'heure de qualifier sa campagne. Je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé en faisant des petites blagues, pas toujours réussi, laissant les autres en égratignant ici et là un adversaire, en promettant beaucoup, en donnant beaucoup, des sous à toutes les catégories qui étaient susceptibles de voter pour lui. Donc des bakchiches électoraux ont tout de suite crié ses détracteurs. On ne peut pas franchement dire non parce que les catégories sociales étaient extrêmement bien ciblées et il a attendu et visiblement il en a cueilli les fruits. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? On a enfin, le même Victor Ponta nous a dit chouette, on va parler programme. Il serait temps quand même. Et donc, il vient de proposer, enfin, il a présenté cette proposition lundi, 4 débats sur 4 télés d'information différentes, avec des couleurs politiques différentes, parce que les couleurs politiques sont très marquées dans les télévisions roumaines. Victor Ponta a proposé donc 4 débats entre les deux tours. Ce n'est pas du tout sûr, en revanche, que Iohannis accepte ces débats. Exactement ce que j'allais dire. Il pense à un seul débat, d'après les informations que nous avons. Il veut un seul débat dans un cadre neutre, pas dans une télé. Ils sont en train de réfléchir. Absolument. Et là, rien ne dit que cette proposition-là sera acceptée par l'équipe de campagne de Victor Ponta. Donc, effectivement, on n'a pas eu de débat, de confrontation d'idées. On n'a pas entendu ces programmes politiques, même pas grossièrement, je ne parle pas de détails. Ou alors il fallait aller dans tel meeting que nous avons tous raté parce que, encore une fois, on n'a rien entendu. Je ne sais pas, très honnêtement, à l'heure à laquelle nous parlons, si parce que c'est la semaine prochaine, là, donc là, nous sommes mardi soir, donc c'est à partir de lundi prochain. Et d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Et on nous promet d'ailleurs, plutôt que des débats, on nous laisse entendre, évidemment, les services tout puissants naturellement, mais on nous promet beaucoup de révélations et beaucoup de coups sous la ceinture d'ici là. On a vu que ces révélations n'ont pas changé grand-chose lors du premier tour. Pourquoi changer? C'est pas des révélations, c'est
assez marrant, Luca, parce que là, moi, j'ai dit le terme, mais le terme est le même en roumain, donc on pervertit pas la traduction, mais c'est aucune révélation. Ce sont des infos qui se baladent, jamais vérifiées, jamais prouvées. C'est des rumeurs jetées dans l'espace public, commentées abondamment. Il y a les révélations et puis il y a quand même les enquêtes de la DNA, les dossiers de corruption, avec des hauts responsables du PSD qui sont maintenant derrière les barreaux. Et on voit que ça non plus, ça n'a pas changé. Non. On aurait pu croire que le PSD allait être touché. Oui, mais sur les 100 derniers mètres, le dernier lot de gens qui ont été mis à l'ombre, si vous me permettez l'expression, sont des gens proches du président Băsescu, proche de Madame Udrea, parce qu'il s'agit de son ancien mari, et des gens qui ont coquetté avec le parti, qui étaient proches, les responsables du PDL, le parti du président Băsescu, et ça a renforcé l'idée des courants mafieux tout parti que toute la population partage. Je pense pas que les Roumains se disent les mauvais sont tous dans un camp, les bons sont tous dans un camp. Par contre, beaucoup de Roumains diront tous pourris. Ce qui est peut-être pas forcément vrai non plus. Est-ce que, et c'est la dernière question, est-ce que le 16 novembre, il y aura beaucoup de Roumains qui vont participer au vote? Est-ce qu'il y aura plus que lors du premier tour, ou ceux qui ont voté pour les candidats qui n'ont pas réussi à atteindre la finale vont être démobilisés? Écoutez, tout dépend, effectivement, c'est la question. Tout dépend de ce que l'on veut de ce vote-là. Donc, si les gens sont résignés, si les gens se disent, de toute façon, c'est Ponta, parce qu'il est au pouvoir depuis, je sais pas combien de temps, depuis 2 ans et demi maintenant, Premier ministre, il a 10% d'avance. Donc, ça sera Ponta, amen, tant pis. Effectivement, ça sera Victor Ponta. S'il y a une mobilisation très forte des gens qui refusent pour X raisons, et notamment idéologiques, alors ça, pour le coup, c'est vraiment idéologique, un rejet du PCD, du lien avec le Parti communiste, de la corruption, de l'image qu'a le PCD qui est pas très bonne non plus, là, il faut bien le rappeler. Là oui, mais par contre, je doute un peu de la capacité de mobilisation des gens. Je redoute un peu pour la vertu démocratique du scrutin, naturellement. Le côté, j'ai du mal à traduire ça en roumain, là, ça m'a c'était là, on dit, donc, côté fataliste. Et puis, avec ça c'est le côté roumain, et avec une analyse très froide occidentale, je me permets de douter extrêmement fortement que Madame Udrea, par exemple, a très envie de voir Monsieur Iohannis au pouvoir. Je doute très fortement que Madame Macovei a la même envie de voir Monsieur Iohannis au pouvoir. Elle serait beaucoup mieux dans l'opposition avec Monsieur Ponta. Sinon, si la droite passe, politiquement, elle n'existe plus. Nicolas Don, merci beaucoup pour ces prévisions et pour cette analyse de la campagne électorale roumaine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. En français, s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone.